Bonjour à tous, j'espère Bonjour que à vous tous. nous entendez bien. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou questions si vous en avez dans l'outil chat, notamment s'il y a des problèmes techniques avec l'outil. On va commencer du coup le webinaire, peut-être avec une présentation respectivement de Jérôme et moi. Vas-y Jérôme, si tu veux commencer. Ouais, 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 tout à fait. Bonjour à tous. Donc moi je suis Jérôme de Mercey. Je suis donc cofondateur de Dastra. Dastra, c'est une solution logicielle de pilotage et donc de mise en conformité au RGPD. J'aurai l'occasion de vous en parler ultérieurement si vous le souhaitez. Et voilà, j'ai un parcours moi plutôt plus juridique. J'ai travaillé à la CNIL pendant pas mal d'années, en particulier au service des contrôles et sur le secteur RH. Donc c'est aussi l'un des axes importants et de mon intervention ici. Euh, et voilà, et donc je suis plus en charge moi de l'accompagnement des clients donc sur la plateforme d'Astra, et je suis ravi d'être ici pour évoquer ce sujet ô combien important. Donc Alexandra Frelat, moi je suis associée du cabinet MGG Voltaire, donc qui est un cabinet spécialisé en droit social. On assiste plutôt les entreprises, majoritairement les entreprises, dans tous les domaines du droit du travail, dont évidemment la conformité au RGPD, donc surtout les aspects RH, et on accompagne en particulier les entreprises étrangères qui s'installent en France ou qui ont une filiale en France. Alors, du coup, Ok, donc je laisse passer les slides. ouais, le petit programme de ce webinaire. Donc, juste pour la première partie, vous faire une présentation générale en fait sur ce qu'est le RGPD, quelles sont ses traductions en droit français, et est-ce que ça implique pour vous en termes juridiques. Donc, ce sera plus la partie théorique de la présentation. Ensuite, donc, une présentation un peu plus spécifique sur les pratiques RGPD dans le monde du travail et donc les implications spécifiques en gestion des ressources humaines et quelques exemples d'illustrations très pratiques. On parlera notamment de la vidéosurveillance et plutôt, pardon, de la surveillance des salariés en télétravail, ce qui est un gros sujet d'actualité. Alors je précise une chose, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat en bas à droite, hein. L'idée c'est aussi pas d'être forcément dans un cours magistral, mais plutôt d'être interactif. C'est-à-dire que voilà, nous on va vous expliquer les choses, mais c'est effectivement l'enjeu est de participer avec vous sur ces sujets-là. Et je pense que vous avez certainement des tas de questions, donc n'hésitez pas à les poser. Puis on les prendra au fur et à mesure si on peut. Puis sinon on se réservera un temps en fin de webinaire pour justement aborder toutes ces questions. Tout à fait. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ouais. On sait que c'est un sujet un peu complexe et qui pose pas mal de questions pratiques, donc n'hésitez pas. Donc sur les propos introductifs, moi j'ai parlé de ce webinaire hier avec des amis qui m'ont dit mais RGPD, mais t'as 4 ans de retard en fait. C'est un sujet qui n'est plus d'actualité, c'est passé. Ce sur quoi j'ai dit bah non, pas du tout en fait, parce qu'effectivement ça fait un certain temps que le RGPD est entré en vigueur, quasiment 4 ans. Mais en réalité, ça ne fait que poser des questions supplémentaires parce que l'application pratique engendre des contrôles de la CNIL, des décisions de la CNIL, des décisions de justice qui finalement remettent cette question globalement et de manière transversale sur le tapis. Et donc c'est vraiment une question dont on doit se saisir absolument et qui est vraiment évolutive avec les pratiques aussi. Justement, je parlais du télétravail. C'est typiquement un domaine dans lequel on doit
poser des questions en matière de RGPD parce qu'il y a vraiment énormément de points de contact entre RGPD et droit du travail et de manière continue et renouvelée en fait. Et donc c'est vrai que l'apport du RGPD, il a été, enfin, on l'a bien vu, hein, il y a eu vraiment tout un débat avec l'entrée en vigueur et on l'a vu notamment avec l'apparition des bandes cookies sur les sites internet, mais ça va bien au-delà de ça, ce qui a apporté le RGPD au droit français notamment et au droit de tous les pays de l'Union européenne. Et je pense que ce qui est aussi, tu pourras sans doute confirmer, Jérôme, ce qui est aussi important, c'est que la CNIL, je pense, a vraiment obtenu, c'est étoffé, a eu un rôle beaucoup plus important. Et on le voit notamment avec des décisions qui prononcent des sanctions assez importantes et dont on entend parler dans les médias, quoi. Donc c'est vrai que de ce fait, la question protection des données est beaucoup plus sensible et revient beaucoup plus régulièrement dans le débat public, quoi. Oui, hein, tout à fait, hein, sur cet aspect-là, c'est essentiel de bien avoir en tête que le RGPD, quand il est apparu, il a eu une dimension européenne qui existait déjà, mais en tout cas qui a été beaucoup plus mise en avant et donc qui a eu un effet beaucoup plus important et beaucoup plus direct. Surtout, il a renforcé les pouvoirs aussi de contrôle de la CNIL et les pouvoirs de sanction. Et on voit aussi qu'aujourd'hui, les premiers effets donc commencent à apparaître, hein. Tout ça, ça prend du temps un peu évidemment, mais on voit déjà qu'aujourd'hui, le montant des sanctions donc s'élève, le nombre de contrôles s'élève. Et effectivement, sur la CNIL, juste un petite chose, mais quand moi je suis parti, on devait être 250, et puis aujourd'hui, je crois que la CNIL sont passés à 350 ou 400 personnes. Donc, ils augmentent leurs effectifs au fur et à mesure chaque année. C'est l'une des seules administrations qui aujourd'hui augmente ses effectifs, donc notamment parce que on voit bien que les enjeux derrière sont de plus en plus prégnants, de plus en plus importants, et que son rôle a été beaucoup plus important. Voilà. Et donc on va le voir, hein, sur la sphère du droit du travail, elle n'a pas été en reste sur ce sujet parce que elle apporte aussi beaucoup d'informations, beaucoup de doctrines sur ce sujet, et donc dont il faut évidemment tenir compte. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est que la sphère RH, c'est vraiment l'un des sujets, je dirais, majeurs, donc de préoccupation de la CNIL. Et donc, on le voit bien aussi dans ses interactions avec les publics, avec les plaignants, avec les organisations, avec aussi la jurisprudence et dans les sanctions et mises en demeure qu'elle est amenée à prononcer. Il y a une part extrêmement importante aujourd'hui qui concerne la sphère RH. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que bah, nous, avec nos partenaires de notre réseau Elint, on échange beaucoup sur le sujet. Et par exemple, en Allemagne, ça représente 15% en fait des contentieux en droit du travail, hein, ces demandes en fait liées à la protection des données personnelles, parce qu'évidemment, au moment du départ du salarié, s'il y a un licenciement, surtout en l'occurrence, et bien le salarié va prendre conscience de ses droits et va faire des demandes aussi pour pouvoir utiliser les données personnelles qu'il pourra avoir récoltées et récupérées de son employeur pour alimenter son dossier devant le conseil de prud'homme. Donc vraiment, c'est une question importante et qui sera amenée à engendrer des contentieux à l'avenir, c'est certain. Voilà, alors je ne sais pas si tu veux qu'on évoque, voilà, le RGPD, on a évoqué, hein, c'est donc un règlement européen qui est traduit en France avec la loi informatique et liberté, qui va aller amener un peu plus de précision sur un certain nombre de sujets. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un règlement européen, donc qui est d'application directe. Donc on peut directement se baser sur ces dispositions pour pour en faire application. Il apporte un certain nombre de précisions, ce règlement européen, et en particulier sur la notion de traitement de données personnelles. Et donc ça, ce sont vraiment les notions essentielles à bien comprendre quand on aborde ce sujet, pour savoir finalement, quand on parle du RGPD, de quoi on parle. La première chose dont on parle, et ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on parle de données à caractère personnel. Hein, donc c'est vraiment ça, voilà, données personnelles, données à caractère personnel. Globalement, ce qu'il faut bien retenir, c'est que une donnée à caractère personnel, c'est une information, sous quelque forme qu'elle soit,
qui est relative à une personne physique. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête que c'est une personne physique, comme vous, comme moi, comme toi, Alexandra, qui est derrière cette information-là. Et il faut que cette information qui concerne cette personne physique puisse soit identifier cette personne physique, soit donc rendre cette personne physique identifiable. Hein, c'est-à-dire qu'on voit ici qu'il y a une notion d'identification directe ou une notion d'identification indirecte. Hein, c'est pour ça qu'on peut retrouver aujourd'hui un spectre très très important sur la notion de données personnelles, et ce n'est pas seulement des données directement identifiantes telles que le nom, prénom. Voilà, on va aussi retrouver donc dans la notion de données à caractère personnel des données qui vont se rapporter de manière indirecte à des individus, personnes physiques, et ça peut être par exemple des données qui soient à la fois très techniques, un numéro de téléphone, ça peut être une donnée relative à un comportement, ça peut être une adresse IP, ça peut être tout ce genre genre d'informations-là. Et la forme finalement de l'information, qu'elle soit sous un format papier, qu'elle soit sous un format numérique, qu'elle soit sous un format textuel ou un format d'image ou un format tant qu'on arrive derrière à identifier une personne, eh ben on va rentrer dans le cadre. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important d'insister sur le fait que c'est vraiment tout traitement, parce qu'en fait, je pense qu'on se rend pas vraiment compte de la portée et du champ d'application qui est vraiment très large du RGPD. Parce qu'en fait, il suffit d'avoir un fichier Excel dans lequel on a une liste de personnes avec certaines informations, le nom, prénom, enfin les noms, prénoms, plus son numéro de téléphone et son adresse email, et on tombe déjà dans un traitement de données personnelles. Même chose pour des fichiers papier. Si on a une CVTech en papier ou on a un dossier dans lequel on trie des CV, ça constitue déjà un fichier et un traitement de données personnelles au sens du RGPD. Donc c'est vraiment très très large et c'est pour ça que vraiment dans les pratiques RH, c'est une question qu'il faut se poser quasiment sans cesse sur le traitement de données personnelles, parce que clairement, quand on est dans les RH, on est amené nécessairement à traiter des données personnelles des salariés de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment un élément, je pense, à garder en tête. Réellement, c'est quelque chose qui va totalement prendre en compte tous les fichiers, tous les traitements que vous pourrez être amené à réaliser dans vos pratiques quotidiennes. Voilà, exactement, tout à fait. Hein, ça va vraiment être assez large. On a un peu abordé le sujet sur le RGPD et finalement ce que ça a changé par rapport à ce qui préexistait, notamment la loi informatique et liberté ou les autres dispositifs qui avaient pu être mis en place au sein de l'Union européenne. Donc, effectivement, le premier rapport, c'est le cadre unifié. Donc, c'est-à-dire que, comme l'a dit Jérôme, le règlement est d'application directe et donc tous les États membres de l'Union européenne doivent appliquer les règles qui sont issues du RGPD. Donc, ce qui facilite quand même grandement les échanges au sein de cette Union européenne, puisque les critères et les standards de protection des données seront les mêmes. Et on sait bien que dans le monde actuel, beaucoup d'entreprises appartiennent à des groupes ou travaillent avec des entreprises étrangères. Et donc, forcément, ça facilite énormément les choses d'avoir un seul et même standard et de pouvoir se dire qu'effectivement, toutes les sociétés au sein de l'Union européenne vont respecter en principe la même protection et le même niveau de protection que celui qui est exigé des sociétés en France. Ce qu'il faut bien savoir là-dessus, c'est que le RGPD, c'est la protection des personnes physiques, des données à caractère personnel, mais c'est aussi et surtout, dans l'intitulé du RGPD, la libre circulation de ces données. Hein, c'est juste pour appuyer qu'effectivement, l'objectif de ce RGPD, c'est de fixer ce cadre donc unifié. Ouais. Oui, donc avec un but de simplification des règles. Bon, c'est effectivement, même si c'était le but, on voit quand même qu'il y a des difficultés, ou en tout cas, ça engendre pas mal de questions, parce que c'est pas. Je pense que la simplification des règles vient effectivement du fait qu'il n'y a plus ce qu'on pouvait avoir auparavant sur les systèmes de déclaration
où il n'était pas forcément facile de comprendre ce qui relevait de la déclaration ou pas, donc ce qu'il fallait déclarer à la CNIL ou pas, avec des conséquences potentiellement lourdes, notamment en droit du travail. Donc c'est en ce sens que c'est une simplification des règles, mais malgré tout, il y a quand même pas mal de questions qui se posent pour l'application concrète des règles issues du RGPD, et on reviendra dessus par la suite. Je pense que c'est aussi ta pratique, Jérôme, et c'est pour ça que tu proposes d'ailleurs ton outil. Oui, tout à fait. Effectivement, hein, c'est-à-dire que on est passé aujourd'hui dans une logique de déclaration auprès de l'autorité de contrôle de la CNIL qui a prévalu pendant des années, hein, depuis 1980, 1995, à peu près dans les années 80, où c'était vraiment le système où on allait déclarer nos fichiers auprès de l'autorité. C'était aussi le moment où on n'avait pas finalement autant de fichiers qu'on en a aujourd'hui. Et le RGPD impose aujourd'hui, il change un peu ce qu'on dit, il change de paradigme sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il va faire reposer cette obligation de vérification de la conformité d'un traitement, non plus sur l'autorité de contrôle qui recevait la déclaration à charge pour elle ensuite bah, de s'assurer que cette déclaration c'était conforme à ce qui se faisait et donc à travers derrière des actions de contrôle, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus ces systèmes de déclaration. Néanmoins, il y a des impositions au niveau des organisations de documenter en interne toute leur conformité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le principe, c'est je suis conforme et je dois prouver que je suis conforme. Et quand bien même, voilà, je n'ai plus aucune interaction avec l'autorité de contrôle, avec quelque régulateur que ce soit. Par contre, le jour où le régulateur vient, ou alors le jour où j'ai besoin de prouver ma conformité, dans d'autres cadres, hein, il n'y a pas que forcément le régulateur, eh ben, je dois être en mesure de pouvoir prouver que je respecte bien les règles du RGPD. Et à travers ces règles du RGPD, il y a un certain nombre de choses qui doivent être mises en place. Et c'est ce qu'on appelle l'accountability, hein, donc c'est la capacité finalement de rendre compte des actions de conformité et donc toujours dans le principe de responsabilité donc qui incombe aux organisations, qu'elles soient publiques ou privées hein, d'ailleurs. Et donc, il y a un certain nombre d'obligations, on va rentrer un peu plus dans le détail après, qui nécessitent d'être respectées. En particulier, et la première des choses, la plus importante, ça va être de savoir ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a parlé aujourd'hui de traitement de données à caractère personnel, de données. L'objectif premier donc dans cette responsabilité, cette accountability, c'est de savoir ce qu'on fait à travers notamment une cartographie de tous les traitements. Donc ça veut dire tenir ce qu'on appelle un registre des activités de traitement. Hein, donc ça, c'est une obligation du RGPD. On doit tenir un registre dans lequel on dit, voilà, moi j'ai telle activité qui engendre des traitements de données à caractère personnel. Et donc voilà, je sais ce que je fais. Et un certain nombre d'autres obligations, désigner parfois un délégué à la protection des données, mettre en œuvre ce qu'on appelle le privacy by design, c'est l'idée d'introduire cette notion de respect du RGPD, des principes fondamentaux du RGPD qu'on va aborder dès la conception, hein, donc des nouveaux projets, des nouveaux produits, et donc d'anticiper finalement les règles, le respect des règles, on va le voir dans tous les processus qu'on met en interne. Également, il y a toute une partie très importante dans la protection des données personnelles qui est liée à la cybersécurité, hein, donc à la sécurité des données à caractère personnel, et en particulier le RGPD est l'une des seules réglementations qui impose aujourd'hui donc de mettre en place très pratiquement des mesures de sécurité sur les traitements de données à caractère personnel, même sur les données dans les organisations. Et donc, il y a aussi des obligations derrière de piloter donc la sécurité donc des données et également le jour où on a un incident de sécurité, que ça a des conséquences donc sur les individus, et ben de devoir vérifier que cet incident est pas trop grave et si c'est le cas, il faut notifier donc cet incident à la CNIL qui derrière aura un rôle de centralisateur, de catalyseur de tous ces incidents. Et également voilà d'autres obligations donc vraiment pour pousser les organisations à donc prendre le sujet en main à travers aussi des obligations de réalisation d'analyse d'impact, on va le voir sur la protection des données, qui vont être vraiment de la formalisation dans un document de toute une justification et toute une réflexion qu'on aura amené sur les traitements de données à caractère personnel et notamment les risques que ces traitements donc, vont engendrer sur les individus qui sont concernés par ce traitement. Voilà.
Ouais, Ouais, moi, je pense que justement, enfin, on peut se rendre compte de cette responsabilité et du besoin de connaître et de faire connaître au sein de son organisation ce qu'est le RGPD, ce que ça implique, et donc toutes ces règles en fait que vient d'aborder Jérôme. Euh, et c'est vraiment très important et on le voit. Enfin, moi, je trouve que c'était assez marquant dans une décision qui a été rendue donc contre la RATP donc en octobre 2021. 2021. Parce que là, on se rend vraiment compte de cette importance d'avoir conscience de ce qu'on fait et surtout le dire aussi, le faire savoir à toutes les personnes qui sont amenées à traiter des données. Puisque dans cette décision, finalement, il y avait eu une plainte d'une organisation syndicale de la RATP qui se plaignait que au sein d'un fichier Excel qui avait été tenu dans 4 centres de bus, au-delà des informations classiques sur les agents permettant l'évaluation en fait et donc la décision sur la promotion éventuelle des agents, il y avait eu un ajout dans 4 centres de bus, donc uniquement voilà une portion congrue du nombre de jours de grève des agents. Et donc forcément c'était un traitement, ça pose des problèmes aussi bien sûr en droit du travail avec une possible discrimination syndicale, mais au-delà de ça, ça constitue aussi une violation du RGPD parce qu'on considère que cette information sur les jours de grève n'est pas nécessaire à la finalité d'évaluation des salariés. La seule chose qu'il y avait à savoir, c'était le nombre de jours d'absence des agents de la RATP. Et je trouve ce qui est quand même assez important dans cette décision, c'est que la RATP a tenté de se dédouaner en disant moi aussi, je considère que c'est une violation du RGPD, donc je ne suis pas responsable de ce traitement non conforme des données personnelles de mes agents. Et sauf que cet argument n'a pas du tout été retenu par la CNIL, qui a considéré que la RATP était parfaitement responsable de ce traitement illégal, ou en tout cas contraire au RGPD, des données personnelles des agents. Et je pense que c'est vraiment important, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est que oui, il faut exactement savoir ce qu'on fait, donc cartographier, comme le disait Jérôme, tous les traitements des données qu'on peut avoir à faire, et c'est vrai que dans la sphère RH, il y en a énormément, et surtout vraiment diffuser l'information au sein de l'organisation pour que les personnes qui sont amenées à traiter des données sachent ce qui est attendu d'eux en fait et ce qui est attendu de l'entreprise en termes de RGPD. Donc vraiment, et donc la conséquence peut être lourde, puisque là, en l'occurrence, il y a quand même eu une amende de 400 000 euros à l'encontre de la RATP pour ce traitement au sein de 4 centres de bus. Donc on voit quand même que la sanction peut être assez lourde. Et au-delà de ça, évidemment, cette décision sera très probablement utilisée par la suite par les organisations syndicales pour démontrer potentiellement une discrimination syndicale envers les agents qui étaient visés par ce traitement contraire au RGPD de leurs données personnelles. Donc, Ouais, hein, c'est vraiment ça, c'est c'est essentiel d'avoir ça en tête que c'est une notion aussi importante qui est la notion de responsabilité, de responsable de traitement. Aujourd'hui, quand vous êtes une organisation, le responsable du traitement, c'est celui qui décide des finalités et des moyens d'un traitement. Généralement, c'est l'organisation, c'est-à-dire la société, l'entreprise ou la société publique ou l'organisation publique dans le cadre de la RATP et ou autre. Ce qui est vraiment important, c'est que vous ne pouvez pas vous dédouaner sur vos salariés, effectivement. ouais. Et ça, oui, c'est un principe général, hein, de toute façon, du droit du travail aussi, enfin, qui est la responsabilité du fait du préposé, en fait. Donc, le salarié, effectivement, il agit pour l'entreprise et donc, finalement, dans la plupart des cas, enfin, les agissements du salarié, ce qu'il va être amené à faire, va en conduire à une responsabilité de l'entreprise, quoi. Donc c'est pour ça que vraiment c'est important que les salariés, notamment les managers responsables hiérarchiques, soient au courant aussi de toutes ces problématiques de traitement des données. Alors, on voulait juste faire un petit point aussi parce que c'est vrai qu'on parle de RGPD, mais il y a toujours en fait une application de la loi informatique et liberté. Donc, il y a en fait 2 niveaux d'exigence. Clairement, une grosse exigence de la part de RGPD, mais la loi informatique et liberté est toujours applicable et contient des obligations, enfin,
en particulier une obligation supplémentaire par rapport au RGPD. Parce qu'en fait, on est sur différents niveaux. Là où sur le RGPD, on est plutôt sur un niveau collectif d'information des salariés, en l'occurrence. On va avoir plutôt un mécanisme individuel au niveau de la loi informatique et liberté, avec une obligation de communication individuelle des droits, notamment quand il y a des questionnaires ou des formulaires à remplir. Donc il y a bien quand même deux niveaux de disposition. Il y a le niveau RGPD, donc, qui a été transposé en droit français, le niveau loi informatique et liberté. Mais en tout cas, ces deux dispositifs sont applicables conjointement. Oui, hein, ce qu'il faut se dire, hein, c'est vraiment que la loi informatique et liberté, c'est la loi qui va prévoir, encadrer les pouvoirs de la CNIL, mais aussi apporter toutes les dispositions. Le RGPD prévoyait pas moins d'une cinquantaine d'exceptions, enfin en tout cas de possibilités pour les États membres de faire des ajustements. Et donc, il y en a un certain nombre qui ont été faits à travers la loi informatique et liberté qui a été remodelée donc dès 2018 et on va dire plus joliment en 2019. Oui. Alors, hop. Donc sur les grands principes applicables en matière de traitement des données personnelles, donc il y en a effectivement quelques-uns. Et donc ce qui était important dans ce que vient de dire Jérôme aussi, c'est donc le principe de finalité, puisqu'en fait on va devoir réfléchir et fixer une finalité, un but au traitement des données ou de la donnée personnelle qu'on va solliciter de la personne concernée. Donc ça c'est important et c'est d'autant plus important que c'est ce qui va permettre de définir qui est responsable du traitement, puisque le responsable du traitement, c'est celui qui définit la finalité du traitement des données personnelles. Donc, alors, typiquement dans le cadre de l'employeur, dans la sphère RH va lui décider naturellement de toutes les finalités des traitements mis en œuvre pour l'activité des ressources humaines au sein de l'organisation. Et donc ce principe de finalité, c'est l'un des vraiment les principes cardinaux du RGPD, de la protection des données. Hein. Alors c'est pas apparu avec le RGPD, bien évidemment, c'est quelque chose de plus ancien. Mais ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que on ne collecte aujourd'hui pas de données si on ne sait pas pourquoi on les collecte. Donc on a toujours un objectif qui est en plus précis, bien déterminé, légitime, et spécifique et qui soit explicable, c'est-à-dire que vous devez aussi savoir de manière précise qu'est-ce que vous allez en faire. Vous avez des CV que vous allez collecter dans le cadre d'une activité de recrutement, et ben vous savez, vous les conservez. Pourquoi vous les conservez? Peut-être pas pour constituer une CV texte, ça peut être voilà légitime, etc. Mais derrière, si vous ne savez pas pourquoi vous conservez tel type d'information, de la même manière que quand vous allez passer un entretien d'embauche et que vous allez poser un certain nombre de questions qui peuvent paraître parfois qui n'aurait pas finalement de répondre à un objectif bien précis dans le cadre de l'analyse de la candidature, et ben vous à ce moment-là vous ne répondez pas à ce principe de finalité. C'est vraiment ça qui est essentiel, c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin des informations, est-ce que je peux l'expliquer clairement et surtout est-ce que je peux l'expliquer clairement à la personne donc concernée par le traitement des données. Et vous pouvez toujours vous mettre dans une position en vous disant si jamais je dois expliquer à l'individu qui collecte les données, à mon salarié, à l'agent, eh ben, est-ce que je suis à même de lui expliquer clairement les choses et qu'il n'ait pas de surprise? Ouais, et donc c'est là aussi, forcément, on recoupe aussi protection des données et exigence du droit du travail, puisqu'évidemment, la finalité ne peut pas avoir un but qui serait contraire au droit du travail. Donc évidemment, on n'est pas censé collecter des données qui permettraient finalement de prendre des décisions qui seraient discriminatoires, ou typiquement dans le cadre du recrutement, le principe est que les données qu'on va demander, elles sont uniquement des données qui vont permettre de se rendre compte de la capacité du salarié à occuper le poste et donc de son expérience et de son expertise sur le poste. Et on est censé
enfin, c'est la finalité qui est posée par le droit du travail, et donc c'est la finalité qui est censée avoir le traitement ou la collecte de données que vous allez réaliser dans le cadre d'un recrutement. Donc ça, c'est un exemple. Et évidemment, les deux se recoupent puisqu'on va devoir prendre en compte aussi bien l'exigence droit du travail que l'exigence RGPD pour déterminer quelle va être la finalité de la collecte et du traitement des données personnelles. Donc, effectivement, poser des questions sur le statut familial d'un salarié pendant le recrutement, ça ne correspond pas aux exigences du droit du travail. Donc, de connaître la capacité du salarié à occuper un emploi. Et ça ne va pas forcément être légitime non plus dans le cadre du RGPD, puisqu'il y a un principe de minimisation, donc ne collecter que ce qui est strictement nécessaire. Voilà, et c'est effectivement dans les autres principes du RGPD qui sont essentiels, hein, qu'il faut vraiment voir ça comme des principes de protection des données. Mais finalement, on parle du RGPD, mais c'est souvent des principes quand même qui relèvent du bon sens, hein, quand on y pense. Voilà, j'ai besoin d'informations. Pourquoi? Je réalise ce traitement de données. Mais qu'est-ce qui justifie le fait que je réalise ce traitement de données? Ça, c'est ce qu'on appelle le principe de licéité. C'est important de bien identifier à chaque fois pourquoi est-ce que je traite les données. Ça, c'est le principe de finalité. Mais sur quelle base, hein, sur quel fondement? Et donc là, on a 6 fondements qui englobent, on va dire, l'ensemble des fondements possibles pour traiter des données. Et ça peut être par exemple une obligation légale, ça peut être par exemple le contrat ou des mesures précontractuelles. On va voir qu'effectivement, quand on traite des données d'un candidat en vue de l'établissement d'un contrat de travail, on peut se positionner sur donc un fondement juridique qui serait les mesures précontractuelles en vue de l'obtention de la réalisation de ce contrat. Donc, vous voyez que derrière, à chaque fois, il faut arriver à trouver finalement ce bon fondement qui est là pour le coup un fondement juridique, qui va permettre donc de traiter ces données. Ouais. Et enfin, ouais. Et Ouais, juste, enfin, effectivement, c'est important. Enfin, je pense que c'est quand même important que vous ayez en tête justement ces fondements. Donc, effectivement, il y a l'exécution d'un contrat, l'obligation, enfin, celles qui vont en tout cas en RH être importantes, les obligations, une obligation légale, parce que finalement, c'est vrai qu'en tant qu'RH, vous êtes obligé par la loi de traiter beaucoup de données personnelles, notamment des données sensibles. Donc, ce fondement de traitement va être important dans le cadre RH. Et on entend aussi beaucoup parler du consentement de la personne au traitement des données. Donc finalement, il y aurait forcément d'autres bases que celui du consentement explicite de la personne au traitement de ces données. Donc, mais effectivement, c'est vraiment important de se poser la question pourquoi on demande une donnée. Et c'est vrai que dans le cadre de la gestion RH, il y a beaucoup d'obligations légales, notamment dans le cadre de la paye, ou alors quand il y a une indemnisation au titre des arrêts maladie. Et toutes ces obligations légales vont vous permettre effectivement d'avoir un fondement, une base juridique pour traiter des données personnelles, voire des données personnelles sensibles. Donc c'est vrai que c'est quand même important, donc cet article 6 du RGPD, et de bien se poser la question. C'est vraiment toujours ça, c'est se poser la question en fait. Parce que comme disait Jérôme, quand on commence à se poser la question, on arrive assez rapidement à trouver une réponse à la question qu'on se pose sur la collecte et le traitement des données. Et ça, c'est essentiel, hein, parce que dans l'obligation d'accountability, donc on doit documenter toute cette réflexion. Et ça passe notamment par le registre. Hein, donc on doit réfléchir à chaque fois ma base légale et puis ma finalité, etc. Et ces éléments-là, ce qu'il faut bien savoir, c'est que cette base légale, vous avez pour une obligation d'informer le salarié de quelle est la base légale donc qui vous permet de traiter de traiter les données qu'il concerne. Et juste un petit aparté sur le consentement, on en entend beaucoup parler. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le consentement dans la sphère RH, c'est à prendre vraiment avec des pincettes. Parce que, en fait, vous avez un certain nombre, donc dans ces bases légales, elles ont toutes quand même des conditions d'application. À chaque fois, il faut que le traitement soit vraiment nécessaire dans le cadre de cette base légale, nécessaire pour répondre à l'obligation contractuelle, nécessaire pour répondre à l'obligation légale, etc. Et que le consentement, il y a 4 obligations, il doit être libre, etc., éclairé, et il doit surtout être libre et
voilà, il y a toujours cette notion de se positionner quand on est employeur et employé. Finalement, est-ce qu'on est dans une vraie liberté face à son employeur? Pas vraiment. Donc c'est pour ça que dans le cadre de la sphère RH, vraiment à utiliser cette base légale du consentement avec des pincettes. Ça veut pas dire que le consentement, en tout cas vraiment dans ces bases légales, il n'y a pas de hiérarchie entre toutes ces bases légales. Ce qu'il faut, c'est vraiment identifier la bonne. Et quand on a identifié la bonne, si on a un doute, si on a eu une question et qu'on a un peu amené une réflexion sur ce sujet, eh ben, il ne faut pas hésiter à le documenter pour pouvoir éventuellement être amené à le prouver le jour où on en a besoin. Hein. Oui. Et on voit bien que c'est pas forcément que devant la CNIL, mais ça peut être aussi dans le cadre de relations, donc de contentieux éventuels, de prévention de contentieux, etc. Et puis de relations de confiance avec donc ces salariés. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vrai que ce principe de transparence, de toute façon, c'était déjà assez connu, puisque finalement, informer les salariés, c'est quand même quelque chose qui est prévu, enfin, c'est une obligation qui est prévue au Code du travail, puisque les salariés doivent être informés, hein, de toutes les traitements automatisés de ces données personnelles, donc des gestions personnelles, ou toute modification de celles-ci. Donc c'est un principe qui est prévu au Code du travail, l'article L 2312-38 en l'occurrence, et c'est quelque chose qu'on connaissait aussi avec les jurisprudences anciennes sur, par exemple, la surveillance des salariés. Et donc, tout le monde sait bien que quand on a un enregistrement du salarié, on pourra l'utiliser que s'il était au courant. Bah, c'est exactement ce même principe qui est applicable en données personnelles, c'est qu'en fait, il faut effectivement qu'il y ait eu une transparence et donc une information du salarié sur les éventuels traitements, collecte et traitement de données personnelles qui pourront avoir lieu, en fait, pour pouvoir légitimement les utiliser aussi contre le salarié potentiellement. Donc c'est vraiment encore une fois, ces deux principes se recoupent et ils sont plus ou moins les mêmes. Transparence ou obligation d'information des salariés conformément au Code du travail. Donc c'est Ouais, c'est vraiment ça, je dirais que c'est aussi c'est le corollaire du principe de la loyauté hein, qu'on va retrouver aussi dans la mise en œuvre du traitement. C'est-à-dire que ben, il faut avoir la loyauté donc d'un traitement et donc de la mise en œuvre de ce traitement va aussi passer par cette transparence donc auprès de la personne concernée. ouais, tout à fait. Juste Donc peut-être sur les ensuite, autres, on a juste peut-être évoqué rapidement les autres principes rapidement. ouais, On a évoqué le principe de proportionnalité pertinence. Donc c'est effectivement, on doit collecter des informations, on l'a vu, qui sont seulement celles qui sont strictement nécessaires pour accomplir l'objectif qu'on s'est fixé. On a évoqué tout à l'heure hein, le fait, voilà, est-ce que le statut familial est nécessaire pour répondre à l'objectif d'évaluation du candidat. Bon, alors c'est pas forcément oui, non, noir ou blanc, hein, c'est que ça va vraiment être au cas par cas aussi parfois en fonction du traitement. La durée de conservation, ça c'est aussi l'un des sujets, on va le voir aussi, mais qui est fondamental aussi en matière de RH. Vous avez l'obligation de conserver les données à caractère personnel pendant une durée qui soit déterminée, c'est-à-dire qui soit aussi limitée dans le temps. On ne conserve pas les éléments de manière indifférenciée, donc on doit identifier une règle donc de conservation de ces données. Alors elle peut être plus ou moins longue. La loi nous aide beaucoup parce que dans le code du travail, vous avez aussi beaucoup de dispositions qui imposent donc de conserver donc les durées de conservation, de conserver les éléments relatifs au RH. Donc c'est écrit en noir décrit directement dans le code, donc c'est utile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois, on doit se poser cette question de la durée de conservation. Voilà. Et puis enfin, effectivement, transparence, on en a parlé, mais aussi, on a parlé aussi tout à l'heure de la sécurité des données, hein, l'intégrité. Et donc la sécurité des données à caractère personnel, vous devez aussi vous assurer que toutes les données que vous collectez, eh ben, il y a elles sont sécurisées, et c'est-à-dire que vous vous assurez que elles sont accessibles uniquement aux personnes qui ont besoin d'en connaître, qu'elles ne seront pas altérables de manière facilement, euh, et puis et qu'elles soient toujours disponibles aussi, hein, c'est-à-dire que vous devez aussi vous assurer que les données soient toujours disponibles. Et puis là, il y a beaucoup de cas aujourd'hui hein, d'attaques informatiques, notamment dans le cadre de hacking ou
ou de voilà d'attaques informatiques où on va avoir des, je perds mes mots. En gros, on va vous voler les informations Ouais, en voilà, échange ouais. de rançon, voilà. Et ben vous allez aussi vous retrouver face à une difficulté et donc ne pas répondre à cette obligation du RGPD. C'est-à-dire que quand bien même vous seriez une victime donc de cette attaque informatique, mais vous êtes aussi donc Ouais, en faux c'est par ça. rapport aux obligations légales et donc vous risquez non seulement de perdre votre activité, mais en plus de vous prendre une sanction parce que vous n'avez pas suffisamment sécurisé en amont les données et donc vous avez ce qui a conduit derrière à une violation de données à caractère personnel. Donc ça, c'est vraiment essentiel de bien avoir ça en tête à chaque fois. Vous voyez, pour chacune des traitements de données, se poser toujours ces questions. Est-ce que je réponds bien à l'ensemble de ces éléments-là? Ouais, on veut pas vous faire peur, hein, c'est quand même pas le but, mais effectivement, je pense que, en fait, ce qui est important de faire, c'est de se poser la question et de documenter, en fait. Et c'est vraiment ça. Et une fois qu'on a pris conscience et qu'on sait, c'est effectivement plus facile d'être en conformité et donc de respecter les obligations. Alors, c'est vrai que c'est bon, bah, la durée de conservation, oui, en droit du travail, il y a effectivement des textes qui permettent de déterminer quelle va être la durée pertinente. Bon, cela dit, c'est vrai que c'est pas non plus si simple que ça parce que il y a certaines données où on a une conservation précise pour des raisons de documentation vis-à-vis notamment de l'URSSAF, mais il y a aussi plein d'informations qui peuvent être pertinentes, notamment dans le cadre d'un litige avec un salarié, et donc on va devoir conserver, enfin en tout cas il va falloir expliquer pourquoi on les conserve potentiellement pour pouvoir se défendre devant le conseil de prud'homme, parce qu'en principe c'est vrai que si un salarié part de l'entreprise, on pourrait penser que les données personnelles n'ont plus de pertinence très rapidement après son départ, alors qu'en réalité, c'est vrai que compte tenu du temps judiciaire et de la durée de prescription, notamment des actions des salariés, ça peut quand même être pertinent de garder, alors peut-être sous une autre forme, hein, ça c'est une autre question, mais les données qui vont être liées aux salariés qui ont quitté l'entreprise et qui permettront, le cas échéant, de répondre aux demandes et donc de pouvoir prouver le respect des dispositions, c'est aussi du code du travail ou du code de la sécurité sociale par l'employeur. Donc c'est vrai que c'est quand même une question un peu complexe et il faut vraiment s'en préoccuper. Et effectivement, et sur la sécurité, je pense qu'on en reparlera aussi, c'est vraiment un point de vigilance très important, notamment dans le cadre du télétravail, qui est, je crois, maintenant pratiqué dans de très très nombreuses, dans la majorité des entreprises, et c'est vraiment un des points de vigilance qui est d'ailleurs mis en avant par la CNIL sur ces potentielles attaques du fait de l'externalisation ou de l'utilisation, enfin en tout cas du travail à l'extérieur de l'entreprise des salariés qui peuvent effectivement, enfin qui peut causer une fuite de données encore plus importante potentiellement que lorsque le salarié est dans les locaux de l'entreprise. Donc c'est effectivement une question à se poser sur la sécurité et la confidentialité des données. Parce que typiquement, vous êtes RH, vous travaillez chez vous, vous laissez votre ordinateur allumé et en fait, les personnes de votre foyer peuvent avoir accès potentiellement aux données personnelles que vous avez sur votre ordinateur ou sur le VPN auquel vous avez accès. Donc c'est vraiment une question qu'on doit se poser effectivement et encore plus, avec encore plus d'acuité dans le cadre du télétravail. Donc sur les principaux acteurs, donc on a déjà un peu parlé de la CNIL, mais c'est effectivement un acteur important et notamment dans son aspect pouvoir de sanction et de contrôle, puisque c'est ça qui va être in fine assez visible et potentiellement avoir des effets potentiellement importants pour les entreprises si une non-conformité est constatée. Donc il y a des pouvoirs qui sont finalement assez similaires à ceux qu'on peut connaître pour d'autres acteurs, inspection du travail ou URSSAF, de contrôle sur place, contrôle sur convocation, contrôle en ligne du traitement et de la collecte des données. Et donc il y a tout un volet au-delà du pouvoir de contrôle de mise en demeure et sanctions. Donc mise en demeure de satisfaire aux demandes d'une personne, par exemple d'un salarié. Ça peut être
classiquement le cas d'un salarié qui a été licencié, qui vous demande un droit d'accès ou de portabilité de ses données personnelles auxquelles vous n'auriez pas répondu dans les délais impartis, qui va saisir la CNIL et qui pourra vous mettre en demeure en tant qu'employeur de respecter ce droit d'un salarié à l'accès ou à la portabilité de ces données. Donc, ça peut être un aspect des pouvoirs de la CNIL. Je ne sais pas si tu veux donner d'autres informations. Oui, non, effectivement, c'est vraiment les trois types d'actions qu'elle va être amenée à réaliser dans le côté répressif. Alors, elle fait pas que du répressif, bien sûr, mais elle fait aussi de l'accompagnement. On va le voir après sur d'autres types dans l'étoffement de la doctrine. Mais elle a surtout donc ce pouvoir de contrôle, effectivement le contrôle majoritaire qui va être le contrôle sur place, et ça se passe là effectivement comme l'inspection du travail, sauf qu'elle prévient pas hein, généralement. Donc vous pouvez être amené à avoir des agents de la CNIL qui arrivent un matin pour pouvoir faire des vérifications, typiquement sur tout ce qu'on vient de voir. Ben voilà, alors souvent ils viennent parce qu'il y a des plaintes et ou parce qu'il y a des tas de raisons qui peuvent les amener la plupart du temps, mais la plupart du temps c'est quand même des plaintes. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à bien avoir des bonnes relations avec ses salariés, éviter ces plaintes avec ses salariés. Et donc, ils peuvent être amenés à venir. Donc, aussi, donc plusieurs types de contrôles. On l'a évoqué, les convocations. Donc, c'est vous allez à la CNIL, vous avez les contrôles sur pièce si vous répondez à un questionnaire donc par courrier, et vous avez le contrôle en ligne. Si en particulier, ils vont faire directement depuis les locaux de la CNIL des consultations sur votre site web. Vous mettez en place un formulaire donc de candidature directement sur votre site web, et ben la CNIL peut sans se déplacer faire un test. Donc, aller regarder comment est-ce que le formulaire de candidature sur votre site web est mis en place, quelles sont les données qui sont collectées, quel est le niveau de transparence de l'information que vous délivrez donc aux personnes, aux individus, aux candidats, et également donc quelles sont les mesures de sécurité que vous mettez en place à travers le site web, etc. Donc ça, ce sont des éléments qui sont facilement et aisément contrôlables et qu'elle ne se prive pas de faire puisqu'elle fait à peu près un peu plus de 300 contrôles par an. Et également ensuite, ça déclenche donc soit des mises en demeure, donc soit des courriers de clôture avec des observations, mais soit la plupart du temps des mises en demeure. Donc elle vous demande de corriger un certain nombre de choses et qui peuvent déboucher ensuite sur des sanctions. Alors on peut avoir des sanctions sans mise en demeure préalable, hein, mais quand les choses sont suffisamment graves, la CNIL peut donc a pas mal de pouvoirs de sanctions aujourd'hui, hein, qui vont d'un simple rappel à l'ordre à des sanctions financières avec des injonctions également financières de mise en conformité du traitement avec des amendes hein, qui peuvent aller, donc on l'a évoqué, qui peuvent être très très élevées. Donc vraiment un pouvoir aujourd'hui qui a été qui a été vraiment décuplé avec le RGPD. Ouais, c'est vrai que sur ce point sanction, encore une fois, on ne veut pas vous faire peur, voilà, mais c'est vrai que les sanctions qui ont été définies, enfin, sont vraiment extrêmement lourdes puisque il y a deux niveaux de sanctions en fonction de la règle qui n'a pas été respectée, la règle RGPD qui n'a pas été respectée. Donc il y a un premier palier qui est 10 millions d'euros, un maximum de 10 000 d'amende administrative de 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires mondial. Donc c'est déjà important. Et le deuxième palier, c'est 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc effectivement, les sanctions peuvent être quand même assez lourdes. Bien entendu, toutes les entreprises ne vont pas être condamnées à ce niveau-là. Et je crois que ce qui est important aussi, effectivement, il y a eu des décisions sur le sujet, notamment une décision du Conseil d'État du 17 avril 2019 qui explique, donc qui fixe des règles sur la manière dont la CNIL va fixer en fait le montant et le niveau des sanctions. Et ça, je pense, c'est vraiment important de le mentionner, c'est que donc la CNIL ou le juge, quand il est amené à contrôler les sanctions qui ont été prononcées, doit tenir compte de la nature, de la gravité et de la durée des manquements, du comportement du responsable de traitement à la suite de ce constat et des mesures correctrices qui ont été prises pour remédier au manquement. Donc, je pense que c'est vraiment important sur cet aspect de documentation, de se dire que on a mis en place des mesures qui nous permettent de documenter les raisons pour lesquelles on collecte et on traite des données, comment on le fait, pourquoi, et tout de suite, si on se rend compte qu'il y a un problème, prendre une mesure correctrice. Et c'est ça qui va faire que au-delà justement du pouvoir de sanction, il y a aussi cette mise en demeure et cette collaboration. On va essayer de remédier finalement aux violations qui ont pu être constatées par la CNIL. Donc ça, c'est quand même assez important de se rendre compte de ça, que oui, il y a une sorte de double détente. Potentiellement, il peut y avoir une non-conformité.
Bon, ben, ça arrive, mais il va falloir effectivement rectifier le tir assez rapidement et ça sera pris en compte en fait un peu à la manière de ce que peut faire d'ailleurs l'inspection du travail, qui va pas non plus sanctionner immédiatement, mais qui va laisser une chance à l'entreprise, à l'employeur, de corriger le tir et donc de corriger ses pratiques. Et donc ça, c'est aussi un élément qui est important dans l'aspect respect du RGPD et qui sera pris en compte si toutefois il devait y avoir une sanction qui était prononcée. Donc c'est vraiment quelque chose à garder en tête que on prend en compte la manière dont on aborde le sujet RGPD et dont on essaye, on remédie aux problèmes qui ont pu être constatés. Hein, c'est-à-dire que si vous avez rien fait aujourd'hui, le conseil qu'on peut vous apporter, c'est de commencer à faire quelque chose, en tout cas de vous poser cette question et d'entamer des démarches. Hein, c'est vraiment ça, c'est de se placer dans une démarche de conformité. Et il faut pas. Et donc effectivement, il y a le Conseil d'État qui a rappelé un certain nombre de critères. Le RGPD prévoit lui aussi un certain nombre de critères. Ce qu'on évoque aussi, c'est que la CNIL est dans une coopération européenne hein, qui est organisée par le RGPD à travers ce qu'on appelle le Comité européen de protection des données, et qui donc dans cette coopération européenne, ils essayent aussi d'avoir une vision harmonisée des sanctions au niveau de toutes les autorités européennes, et d'avoir les mêmes critères qui vont s'appliquer pour déterminer les sanctions. Donc on peut presque aujourd'hui anticiper le niveau des sanctions qu'on peut avoir, et on voit qu'effectivement ce qui est très important, c'est la coopération, le travail déjà qui a été fait en amont, qui est pris en compte, et puis aussi le degré d'information. Et typiquement, hein, vous êtes employeur aujourd'hui, c'est difficilement justifiable de dire qu'on ne savait pas qu'il y a des règles qui s'appliquent de protection des données. Donc, dans le cadre de la sphère RH, aujourd'hui, ça fait quand même 4 ans maintenant que le RGPD est apparu. Ces règles de protection des données, elles datent quand même de 1978. Donc, si vous voulez, on est quand même dans une logique aujourd'hui qui fait que on peut pas aujourd'hui se dédouaner du fait de de l'absence de connaissance des règles. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre les choses en place et selon je dirais les enjeux que représentent les traitements, hein, qui peuvent être plus ou moins importants, et ben effectivement il faut mettre plus ou moins de ressources et plus ou moins de moyens pour pouvoir s'assurer que ce que l'on fait est conforme et respecte le RGPD. Donc, de toute façon, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que maintenant vous savez qu'il faut se poser Voilà. la question. Et donc voilà. Là, au moins, vous êtes informés, c'est certain, quoi. Donc ça c'est l'acteur institutionnel, on va dire la CNIL. Donc mais après, comme on l'a dit, vu que le RGPD a remis l'entreprise ou l'acteur économique au cœur de la problématique protection des données personnelles, on va avoir aussi finalement vous serez les acteurs de ce traitement, de cette collecte et de ce traitement des données personnelles, puisque les autres acteurs sont le responsable de traitement, le destinataire, la personne concernée et le sous-traitant s'il y en a. Et donc ce qu'on disait sur donc le responsable de traitement, donc c'est la personne physique ou morale, en général plutôt une entreprise, une autorité publique ou un service, qui détermine la finalité et les moyens du traitement des données personnelles. Donc effectivement, généralement, on se situe au niveau de l'entreprise, entité juridique, qui va être représentée par son représentant légal, président, directeur général, gérant, et qui sera donc responsable du traitement, qui va définir la finalité, les moyens, la base légale du traitement et de la collecte des données personnelles. Ça, c'est le premier niveau. Alors après, effectivement, ce qui est important, notamment pour les entreprises étrangères, c'est que si le responsable de traitement est situé à l'étranger, il y a une obligation supplémentaire de nommer, enfin de désigner auprès de la CNIL un représentant établi sur le territoire français. Donc ça, c'est quelque chose quand même à garder à l'esprit. Bon, globalement, les entreprises qui vont embaucher des salariés en France vont quand même avoir quelqu'un qui sera désigné sur le territoire français, mais c'est quand même quelque chose à garder à l'esprit. Et il y a aussi un principe de co-responsabilité du traitement des données. Donc, il peut y avoir plusieurs responsables du traitement. Donc,
par exemple, plusieurs entreprises. Donc, si on reprend l'exemple du recrutement, si le recrutement il est décidé, ou en tout cas les critères du recrutement sont décidés au niveau local, donc l'entreprise française, et au niveau international avec la société mère, et ben, il va potentiellement y avoir des co-responsables du traitement des données personnelles. Donc ça, c'est le premier acteur essentiel que vous êtes, c'est-à-dire l'entreprise et en l'occurrence dans le milieu RH, l'employeur. Donc après, il y a le destinataire qui sera personne physique ou morale ou un service qui va pouvoir utiliser les données collectées et traitées. Donc, par exemple, le service RH va être destinataire de certaines données personnelles des salariés à des fins de paye, d'exécution du contrat, pour l'évaluation des salariés, les sanctions éventuellement. Donc, le service RH peut être destinataire des données personnelles. Donc après, la personne concernée, bon bah là c'est effectivement très vaste puisque c'est toute personne qui donne des données personnelles ou qui est identifiable du fait de données personnelles. Et par exemple sur l'évaluation des salariés, on va voir qu'il va y avoir potentiellement deux personnes concernées. C'est la personne évaluée, le salarié évalué, enfin deux ou plus d'ailleurs, le responsable hiérarchique, manager, qui va être lui aussi mentionné personnellement et qui va avoir donné certaines informations personnelles sur son nom, son prénom, le poste qu'il occupait et donc la personne qu'il manageait. Et potentiellement, pareil pour personne responsable RH qui va être chargée de traiter cette évaluation, qui va elle aussi être identifiée personnellement. Donc en fait, sur un seul et même document, un seul et même traitement, on peut avoir plusieurs personnes concernées. Et donc après, il y a le sous-traitant. Donc si la personne responsable de traitement sous-traite une partie du traitement des données, ce sera un sous-traitant qui sera potentiellement co-responsable du traitement aussi avec l'entreprise. Ça, on le voit par Alors, exemple aussi. Ouais, vas-y. ouais, ce qui est vraiment important, hein, c'est de bien savoir qui fait quoi finalement dans le traitement de données à caractère personnel et voilà qui porte la responsabilité, qui est destinataire. On a vu que c'est le service RH, mais on peut aussi avoir l'URSSAF, hein, dans le cadre par exemple d'une DSN, dans la paye, vous allez transmettre les informations à un destinataire institutionnel. Donc vous devez savoir vous à qui finalement le cycle de vie du traitement des données. Les personnes concernées, pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que c'est aussi une des obligations du RGPD que vous avez de savoir et de l'écrire dans votre registre qui sont les personnes concernées par mon traitement. Donc vous devez déjà les identifier. Et le sous-traitant, effectivement, qui là pour le coup va être là, donc dans une relation contractuelle avec vous en tant que responsable de traitement et qui aura lui pour objectif de réaliser une partie du traitement, donc selon les instructions que vous allez lui délivrer. Et donc c'est pour ça que là vous avez une obligation aussi importante, c'est de bien vous assurer qu'avec chacun des sous-traitants donc auquel vous faites appel, donc dans le cadre de vos traitements de données RH, eh ben vous allez avoir aussi donc ces règles et ce respect des obligations contractuelles sur ce traitement. Ouais, hier tu me parlais de la décision d'Edalus Biologie, enfin sur Ouais. les responsabilités, responsables de traitement et sous-traitants. Si tu veux en parler, parce que c'est quand même Oui, aussi. bah en fait c'est typiquement le cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand bien même vous pouvez avoir une double casquette, vous pouvez être à la fois responsable de traitement. Alors je dirais que chaque entreprise est responsable de traitement parce qu'elle met en œuvre des traitements, en particulier dans la sphère RH, quand elle emploie du personnel, et vous pouvez aussi agir en tant que sous-traitant. Hein, nous d'Astra par exemple, quand on met à disposition notre plateforme avec nos clients, à nos clients, on agit en tant que sous-traitant puisque on leur met à disposition la plateforme, mais nous on décide pas finalement de qu'est-ce que vous allez en faire avec, etc. On vous met à disposition l'outil et c'est vous qui l'utilisez, qui décidez de mettre en place cet outil et donc de l'utiliser à des finalités qui sont de répondre aux obligations du RGPD, par exemple. Eh ben, vous pouvez avoir aussi cette casquette donc de sous-traitant vis-à-vis de d'autres sociétés. Si vous êtes aussi dans un groupe de sociétés, par exemple, vous pouvez avoir aussi une casquette de sous-traitant entre des filiales d'un même groupe. Vous avez par exemple une société mère qui va centraliser les activités RH de plusieurs entités du groupe. Elle peut agir en tant que sous-traitant pour le compte de ses filiales. C'est-à-dire que les filiales qui vont être employeurs
de leurs salariés vont sous-traiter la gestion de ces salariés à la maison mère, par exemple, donc qui, elle, va agir à ce moment-là, donc pour le compte de ses filiales. Donc cette notion de responsabilité, c'est important de savoir qui fait quoi, hein, finalement, parce que parfois on va voir aussi qu'on est aussi dans les logiques de co-responsabilité. On va pas forcément rentrer dans le détail, mais l'idée c'est vraiment de bien identifier à chaque fois qu'il y a un acteur, et donc un acteur qui est différent, et ben comment est-ce qu'il se passe. Ce qu'il faut se dire, hein, c'est que dès que vous allez changer de personne morale, donc avoir une autre personnalité morale, vous allez devoir aussi requalifier cet acteur, soit en tant que sous-traitant, soit en tant que co-responsable, soit en tant que destinataire tiers, donc dans le cadre de ce traitement de données. Hein. Vous ne pouvez pas transmettre des données à une autre entité juridique sans avoir cette qualification préalable. Et donc le sous-traitant aujourd'hui, pour revenir à Daedalus, donc c'est la société c'était un éditeur de logiciels, donc dans le cadre qui donnait un logiciel pour les laboratoires pour des laboratoires biologiques et qui a fait l'objet d'un incident de sécurité important et donc il y a eu les données de santé de 500 000 Français, ça avait fait pas mal de tours des médias qui ont été publiés sur Internet. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le sous-traitant Daedalus a été sanctionné, lui, de 1,5 million d'euros d'amende parce qu'il n'a pas eu, en tant que sous-traitant, donc il n'a pas respecté ses obligations, donc notamment de sécurité des données, donc pour le compte aussi de ses clients qui agissent en tant que responsable de traitement. Et donc on voit qu'aujourd'hui, eh ben, qui va faire les obligations, elles ne pèsent pas que sur le responsable, elles pèsent également donc sur le sous-traitant. Oui, donc ensuite, autre aspect assez important, c'est évidemment le droit des personnes concernées par le traitement. Donc là, en l'occurrence, sur l'aspect RH, le droit des salariés. Donc il y a quelques droits importants, enfin les grands principes, c'est donc le droit d'obtenir une information précise sur le traitement envisagé, le droit d'obtenir une copie des données à caractère personnel, le droit d'obtenir une rectification des données, un droit à l'effacement, droit d'opposition, droit à la limitation du traitement et un droit à la portabilité. Ce sont des exemples. Et en fait, je pense qu'il est important de mentionner par rapport à ces droits, c'est qu'en fait, ils sont exercés, ils peuvent être exercés en fonction de la base légale en fait, qui a été définie. C'est pour ça que c'est important de se poser la question et de définir précisément les choses. Que, par exemple, le droit d'opposition, il va pas forcément être possible si la collecte et le traitement des données est rendu nécessaire par une obligation légale. Donc c'est pour ça que c'est important de définir exactement le cadre de la collecte et du traitement des données, parce que finalement, ça va aussi conditionner les droits des salariés concernés par ces données. Pareil pour les copies des données, parce que finalement, si vous avez défini une durée précise de conservation, vous allez facilement pouvoir répondre à vos salariés que certaines données ont été effacées, que vous ne les avez plus puisque vous ne pouviez pas les conserver au-delà d'une certaine période. Ouais, c'est vraiment important parce que l'exercice des droits, vous allez globalement, c'est presque le sujet sur lequel vous allez être le plus facilement confronté. Vous allez avoir un salarié qui un jour va vous demander l'accès à son dossier professionnel. Et donc, il faut être à même de lui répondre, de pouvoir lui répondre et donc de pouvoir bien qualifier sa demande. Il faut savoir que l'exercice des droits, vous avez un délai de 30 jours pour y répondre, donc c'est aussi très contraint dans le temps. Donc, vous pouvez aussi allonger ce délai, mais il faut le justifier d'une certaine complexité. Donc, ce qu'il faut et ce qui est une obligation aujourd'hui du RGPD et ce qu'on vous recommander, hein, c'est de faciliter l'exercice des droits des personnes. Alors non seulement c'est évidemment être transparent en leur expliquant qu'ils ont des droits, mais également que vous, de votre côté, vous ayez mis en place des process en interne pour pouvoir répondre facilement donc à ces demandes d'accès, par exemple, aux données à caractère personnel qui concernent les salariés. Et dans ce cas-là, il faut pouvoir se dire, voilà, si jamais j'ai un salarié qui me demande l'accès à mes données, eh ben, je suis à même de pouvoir lui répondre en ayant la possibilité donc d'apporter les informations nécessaires. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces droits doivent toujours s'exercer dans le respect du droit des tiers. Hein, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un salarié qui vous demande l'accès qu'il faut lui donner tout de suite tout le dossier avec toutes les données qui vont concerner d'autres personnes qui ne vont pas forcément concerner le salarié en question. Donc c'est pour ça que c'est important de anticiper cette question-là et de se dire mais si jamais j'ai un salarié qui me pose une question, qu'est-ce que je fais? Et ben
le jour où ça vous arrivera, vous serez très contraint dans le temps, et en plus de ça, vous risquez de rentrer dans une mauvaise relation avec le salarié qui peut être, généralement, quand il y a des exercices de droit comme ça, c'est souvent qu'on est dans des phases un peu précontentieuses. Donc, il faut aussi vraiment anticiper ces choses-là. Voilà, si jamais vous avez le salarié qui dit non, moi je veux tout, je veux que vous supprimiez mes données de partout, ben, il faut que, évidemment, vous n'allez pas supprimer toutes les données parce que vous avez d'une part des obligations légales, vous avez aussi besoin de faire le tri finalement et peut-être de requalifier la demande. Donc c'est pour ça que derrière, vous avez une responsabilité de bien gérer les données, les demandes de votre côté, mais aussi, d'une certaine manière, d'éduquer et de sensibiliser vos salariés sur la question en leur disant, bah, écoutez, voilà, vous avez un droit d'accès. C'est quoi finalement le périmètre que vous pouvez faire avec le droit d'accès? C'est quoi le droit d'opposition, le droit de suppression à l'effacement? Jusqu'où ça peut aller? Quelles sont les limites de ce droit? Donc vous avez aussi la possibilité de leur expliquer pour qu'ils puissent finalement savoir qu'est-ce qu'ils peuvent exercer ou non, et puis tout le monde y gagnera du temps. Bon, on a passé pas mal de temps sur cette première partie, mais on vous a déjà donné des éléments qu'on va redire après. Mais donc, enfin, on a refait un petit tableau en gros de tous les domaines dans lesquels vous allez croiser en tant que gestionnaire, responsable, directeur RH, une problématique de collecte et de traitement des données personnelles. Et en fait, on se rend compte que c'est à tous les niveaux, quoi, parce que vous allez avoir au niveau du recrutement, de la gestion de la carrière, gestion administrative, notamment avec la paye, tout ce qui est maladie, avec les relations sociales, parce que vous allez avoir des informations sur l'appartenance syndicale de certains salariés, le fait qu'ils sont représentants du personnel. Il peut y avoir une problématique de sécurité avec une surveillance, notamment dans le cadre du télétravail, mais aussi avec l'accès aux locaux, sur le contrôle du temps de travail. Tout ça, forcément, c'est la collecte et du traitement de données personnelles. Et donc, on a ces deux obligations, à la fois droit du travail et RGPD se recoupent. Et aussi, par exemple, les alertes professionnelles, c'est un des exemples qu'on voulait aussi aborder, qui a été spécifiquement visé en fait par la CNIL pour ce qui concerne l'étude d'impact. Donc, un petit focus sur les données sensibles, parce que c'est une donnée, enfin c'est important en fait dans la logique RGPD. Donc, les données sensibles ou particulières, selon les termes de l'article 9 du RGPD, finalement, elles sont assez nombreuses. Et c'est là où vous avez déjà probablement le réflexe en tant que RH, puisque ça recoupe les notions qu'on pourrait considérer comme discriminatoires. Donc, tout ce qui est origine raciale, ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses, le philosophique, l'appartenance syndicale, les données génétiques, biométriques, les données sur la santé, l'orientation sexuelle de la personne, toutes ces données en fait sont considérées comme sensibles. Et donc la règle de base, c'est que il n'y a pas de collecte, il y a une interdiction de collecte et de traitement de ces données-là. Donc ça c'est le principe qui est posé de base par l'article 9 du RGPD. Donc après, il y a évidemment des exceptions, parce qu'il y a quand même des moments où on a besoin de traiter ce type de données sensibles, particulières. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, on voit que le domaine droit du travail, il revient dans plusieurs de ces exceptions. Et donc, notamment, on va avoir une possibilité de traiter ces données sensibles, notamment au niveau de la santé, puisque même par rapport à l'obligation d'emploi de salariés handicapés, vous allez avoir accès à des données sensibles. Et donc, vous pouvez, au titre de l'exécution des obligations en matière de droit du travail, collecter et traiter ces données sensibles. Donc ça, c'est une première exemption. Et il va y avoir aussi un traitement nécessaire à la médecine du travail. Pareil, ça vous permet de collecter et de traiter des données sensibles des salariés. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Jérôme, sur ces données sensibles.
Non, c'est important effectivement de bien savoir que quand on parle de données sensibles, hein, il y a une certaine liste une catégorie de données, hein, ça recoupe donc notamment voilà les données de santé, les données d'appartenance syndicale, politique, religieuse, etc. On parle de données religieuses, hein, vous êtes aussi voilà, c'est important. La définition de ces données sensibles, le périmètre, il peut être aussi assez large puisque notamment dans une donnée de santé, par exemple, ça va être tout ce qui va avoir attrait à l'état de santé d'une personne. Donc derrière, il faut vraiment aussi se donner un périmètre assez large et donc considérer. C'est pour ça que il faut, c'est toujours la même chose, se poser les bonnes questions. Si jamais j'en ai besoin, pourquoi j'en ai besoin et qu'est-ce qui va justifier cette collecte. Ensuite, ces données sensibles, vous devez aussi donc bien les identifier et donc ça doit faire ça doit être parce que ça doit apparaître dans votre registre effectivement et ça fait écho je dirais aux enjeux et aux risques donc que le traitement va faire peser pour les personnes et donc que derrière ça peut être aussi engendrer de votre côté une obligation de réaliser une analyse d'impact. Donc c'est pour ça que c'est bien important de savoir finalement est-ce qu'on traite des données sensibles ou non. Dans la sphère RH, vous avez des traitements quand même assez classiques où vous savez déjà que vous allez en traiter. Hein, quand vous allez gérer des accidents du travail, vous savez déjà que vous avez des données sensibles. Parce que vous avez dans le formulaire d'une obligation légale d'aller renseigner la nature des lésions, etc. sur l'accident du travail. Donc déjà, vous traitez ces éléments-là. Voilà. Mais vous pouvez avoir aussi d'autres sujets, je ne sais pas, la cantine, etc. Les préférences en fonction de parfois, c'est pour ça il faut vraiment se poser la bonne question. Ouais, et donc il y a aussi un aspect évidemment relation avec vos représentants du personnel qui doivent être consultés sur les traitements automatisés des données des salariés. Donc il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte au-delà des droits des salariés. Il y a aussi les relations avec les représentants du personnel. Donc ensuite, on va revenir sur quelques grandes lignes en fait sur l'utilisation et la conservation des données. Donc on a déjà parlé du principe de privacy by design qui est en fait lié au fait de définir un traitement qui permettra de recueillir les données personnelles qui sont strictement nécessaires à la finalité qu'on s'est donnée pour la collecte et le traitement des données. Donc, c'est toujours se poser la question de quelle est ma finalité et donc de quoi ai-je besoin pour arriver au but que je me suis fixé. Et donc, le principe, c'est que on ne doit collecter que les informations qui sont réellement strictement nécessaires à la finalité qu'on s'est fixée. Et donc, c'est vrai que c'est une question qui n'est pas forcément évidente, hein, puisque chacun va potentiellement définir différemment ce qui est strictement nécessaire à la finalité du recrutement ou de l'évaluation des salariés. Et c'est en ça que, c'est ce que disait Jérôme, il y a quand même un aspect cas par cas qui doit être documenté. Et donc, c'est vraiment dans ce registre de traitement indiquer en fait clairement les finalités et les choix qui ont été faits pour pouvoir en justifier si nécessaire en fait. Voilà, il faut vraiment toujours se poser ces questions-là et en particulier quand on va choisir des nouveaux outils. Hein, si vous avez un nouvel outil RH que vous allez utiliser, n'hésitez pas à anticiper ces questions de protection des données personnelles et à challenger du coup l'éditeur aussi sur ces questions-là. Ouais, et ça, c'est Alors vrai que sur, c'est ouais, difficile parce que c'est vrai que sur cette histoire de SIRH, on en parlait aussi hier, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, c'est un spécialiste, il va mettre en place un outil de système d'information RH, donc il sait ce qu'il fait, ça sera conforme. Mais en fait, il faut quand même se poser la question parce que c'est pas forcément toujours le cas, et donc se dire que potentiellement, vous allez remettre en question certaines fonctionnalités de cet outil gestion RH
parce que en réalité, bah, ça va pas être exactement conforme au RGPD. Et donc ça, c'est aussi cette notion de co-responsabilité potentiellement. Donc il y a quand même une réelle obligation. Enfin, c'est malheureusement pas parce que vous faites appel à un tiers fournisseur de logiciels qu'il va pas falloir vous poser la question de est-ce que c'est conforme ou non à mes obligations. Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, vous avez aussi la responsabilité, puisque c'est vous qui imposez donc l'utilisation de cet outil à vos salariés ou en tout cas aux candidats éventuellement. Si peut-être on avance, je vois le temps qui passe Ouais, aussi, le temps passe. sur les obligations d'utilisation donc conservation, on a évoqué déjà tous ces Ouais. éléments-là. Il faut bien évidemment respecter les grands principes du RGPD. Un élément fondamental, et là qui va vraiment se traduire par une action très concrète de votre côté, c'est la tenue d'un registre, donc des activités de traitement. Tous les traitements que vous mettez en place dans votre organisation, pas seulement en tant qu'employeur, pas seulement sur la sphère RH, de toute l'organisation, vous avez une obligation de définir, donc de cartographier tous les traitements que vous. Pour chacun de ces traitements, vous devez savoir qui, on a vu tout à l'heure, qui fait quoi, qui est responsable, est-ce qu'il y a un responsable conjoint, est-ce qu'il y a un DPO, pourquoi, pour quel objectif je traite les données, les finalités, quelles sont les catégories de personnes concernées, on l'a vu tout à l'heure, quelles sont les données personnelles concernées, hein, dans ce traitement, quels sont les destinataires à qui j'envoie les informations? Est-ce que en interne, c'est qui les destinataires? À l'extérieur, est-ce que je transmets à des partenaires institutionnels, par exemple? Est-ce que j'ai un transfert de données vers un pays tiers ou une organisation? Alors là, il y a tout un sujet, on va pas forcément avoir le temps d'aborder, mais effectivement, il faut se poser aujourd'hui la question des transferts, c'est important. Si jamais les données sont hébergées ailleurs qu'en Europe, eh ben, je vais avoir cette notion de transfert et j'ai un certain nombre de choses à m'assurer, de garanties à avoir sur ce sujet. Et ensuite, quelles sont les durées de conservation des données? Vous voyez que ça, c'est des obligations que vous devez avoir, que vous devez retrouver dans un registre. Comme vous avez le registre du personnel, ben vous avez le registre des traitements et vous devez retrouver pour chacun des traitements l'ensemble de ces catégories-là. Donc ça, c'est un travail qui prend du temps, souvent qui prend du temps dans les organisations, qui nécessite aussi d'avoir une vue globale de l'organisation. Donc c'est souvent quelque chose qu'on met, donc on désigne aussi un DPO, un délégué à la protection des données dans les organisations qui a en charge de réaliser cette tâche-là, ce qui va aussi derrière vous permettre, à chaque fois que vous allez tenir ce registre, finalement de vous poser les questions et de la vérification de tous les traitements, de la bonne application des règles du RGPD. Donc en fait, c'est vrai, c'est un travail effectivement de recensement, mais c'est aussi un travail de vérification que votre organisation est bien conforme au RGPD. Et derrière, c'est aussi une obligation, donc c'est aussi la possibilité de prouver derrière que vous mettez bien en place les choses. Donc il y a une obligation pour les entreprises de 250 salariés, mais pour celles de moins de 200 salariés, 250 salariés, vous pouvez considérer qu'elle ne s'applique pas puisqu'il y a vraiment une exception pour les traitements qui ne sont pas occasionnels. Et donc, globalement, ça veut dire que vous devez inscrire dans votre registre tous les traitements qui ne sont pas occasionnels, pardon. Donc, vous êtes une PME et vous avez une activité RH, vous mettez en œuvre un traitement qui est régulier puisque finalement, vous allez tout le temps avoir une activité RH, vous allez avoir des activités métiers qui vont engendrer des traitements de données. Donc, finalement, vous allez en tomber dans cette obligation. Dans tous les cas, finalement, la mise en place de ce registre va vous permettre surtout de vous assurer que vous êtes conforme au RGPD. Voilà. Alors, l'obligation du DPO, on en a parlé tout à l'heure. Là aussi, c'est pas une obligation pour dans toutes les situations. C'est par contre extrêmement recommandé. Vous avez aujourd'hui plusieurs formes donc de DPO. Vous pouvez avoir des DPO externes, qui sont comme un avocat par exemple, ou un consultant, ou en tout cas des personnes qui sont extérieures et qui vont assurer cette fonction. Vous pouvez aussi avoir des délégués à la protection en interne. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des personnes qui ont à charge donc de conseiller et de contrôler aussi la bonne application du RGPD dans l'organisation. C'est un peu comme des petits CNIL internes, si vous voulez, mais c'est une obligation dans un certain nombre de cas uniquement. Alors, pour vous êtes une autorité publique, vous avez l'obligation d'en avoir un, mais aussi vous êtes du secteur privé, c'est uniquement dans un certain nombre de cas, uniquement si vous avez un traitement à grande échelle qui exige un suivi régulier systématique. On ne va pas rentrer dans le détail. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que un DPO que vous ayez un DPO ou non, ce qui est important de votre côté, c'est d'avoir quelqu'un qui finalement va chapeauter cette réglementation, qui va prendre le sujet en main et qui va derrière soit avoir une casquette de DPO, soit avoir une casquette de responsable protection des données, mais qui derrière va
véritablement mettre en pratique toutes les obligations. Parce que c'est pas parce que vous n'avez pas l'obligation de désigner un DPO que vous ne devez pas vous mettre en conformité avec le RGPD. Vous êtes une entreprise avec un salarié, ou même vous êtes une entreprise unipersonnelle et vous êtes votre propre entrepreneur, ben vous devez quand même respecter les dispositions du RGPD. Voilà, Ouais. les analyses d'impact, on en a parlé aussi tout à l'heure, hein, mais vous avez dans un certain nombre de cas des traitements donc où vous allez avoir une analyse d'impact qui est obligatoire. Une analyse d'impact, c'est un document dans lequel vous allez répondre à un certain nombre de questions qui vont vous permettre donc d'avoir une vue précise du traitement à chaque fois en vous posant toutes les questions qu'on a vues tout à l'heure de finalement quelle est la finalité, comment je justifie que la finalité est bien légitime, etc. Quelles sont les durées de conservation. Vous allez passer en revue votre traitement de manière très approfondie et évaluer derrière les risques que ce traitement représente pour les personnes concernées. C'est-à-dire que vous allez avoir l'obligation de dire, ben voilà, si je mets en œuvre ce traitement, les risques pour les salariés, par exemple, eh ben, je les ai traités. Ils sont, à mon sens, ils sont faibles et il n'y a pas de risque que, par exemple, en cas d'incident de sécurité sur les données, eh ben, ils aient je sais pas, une discrimination possible, etc. Et donc, l'analyse d'impact, c'est vraiment finalement forcer des organisations à se poser les bonnes questions sur les traitements et finalement à respecter les grands principes du RGPD. Alors, Ouais, et pour faire je une pense qu'il analyse est d'impact, important. ouais, Ouais, sur cette analyse d'impact, ce qui est assez, enfin, on peut mentionner le fait que la CNIL a rendu une délibération en octobre 2018, et il y a notamment un point qui intéresse la gestion RH, qui est la gestion des alertes et des signalements, qui doit donner lieu nécessairement à une étude d'impact. Et ouais. donc ça, c'est important, surtout en ce moment, puisque il y a quand même une réforme qui a été faite des lanceurs d'alerte. Et donc, il y a une obligation, c'est qui existe depuis 2018, de mettre en place un système d'alerte professionnelle. Et donc, sur cette matière-là, vous avez l'obligation de faire une étude d'impact pour vous rendre compte, en fait, quel impact peut avoir le traitement de cette alerte sur à la fois le lanceur d'alerte, mais aussi la personne qui pourrait être accusée par le lanceur d'alerte de violations diverses et variées. Donc ça, c'est vraiment un point qui a été spécifiquement visé par la CNIL et qui doit nécessairement donner lieu à une analyse d'impact. Donc c'est un point important dans votre pratique RH, surtout si vous êtes une entreprise de 50 salariés, puisque vous devez avoir ce système, ce dispositif d'alerte et de signalement en place dans votre entreprise. Ça, c'est vraiment très important. Et puis, vous avez un certain nombre de traitements. Donc, vous avez une liste qui a été publiée par la CNIL, notamment, qui va recenser des traitements pour lesquels ces analyses d'impact sont obligatoires. Voilà, on a la réalisation des alertes, mais effectivement, hein, tout ce qui va être aussi la surveillance constante de l'activité du salarié. Donc, vous allez devoir aussi, voilà, si vous mettez des dispositifs de vidéosurveillance, je ne sais pas, assez spécifiques, si vous mettez des dispositifs biométriques aussi pour le contrôle d'accès, par exemple, à certaines parties de vos locaux, eh ben, vous devez réaliser ces analyses d'impact. Ça, c'est important. Donc ensuite, on a la partie notification des violations, avec finalement deux personnes, enfin deux entités concernées, à la fois la CNIL et les salariés, en l'occurrence, ou les personnes qui pourraient être impactées par cette violation des données personnelles. Et donc, il faut identifier rapidement, donc avoir des systèmes de sécurité en place pour pouvoir identifier rapidement la violation de sécurité qui va entraîner une fuite ou une altération, une divulgation non autorisée d'une donnée personnelle que vous pourriez avoir collectée. Donc la notification aux salariés, elle doit être faite dans les meilleurs délais. À la CNIL, pareil, et avec un délai impératif de 72 heures à compter de la violation de sécurité. Et donc c'est aussi un élément qui sera pris en compte pour les actions après potentielles sanctions ou mises en demeure qui pourraient être faites par la CNIL sur le respect de ce délai, quoi, en fait. Oui, ça c'est important. Tout ça, ça veut dire qu'effectivement, on voit que c'est plein d'obligations. L'idée, ça veut dire surtout que finalement, il faut s'organiser en interne. C'est vraiment ça. C'est avoir
avoir des processus en interne qui permettent de pouvoir répondre à ces obligations, mais aussi de pouvoir détecter, par exemple, ces incidents de sécurité. Et on voit que ces incidents de sécurité, là, ça concerne les données personnelles, mais au-delà même de la simple sécurité des données personnelles, il faut aussi penser aux sécurités des activités métiers, des activités business. Le jour où vous avez toute votre activité business qui se fait pirater, bon, vous allez certainement avoir des données personnelles dedans, mais en résultat, bah, votre activité, elle va plus, vous allez plus pouvoir finalement travailler et payer aux salariés. Donc c'est pour ça que c'est aussi très important. Pardon. Donc ensuite, ouais, il y a, donc, sur les obligations, évidemment, bah, vous pouvez effectivement voir, donc il faut identifier sur le plan technique les failles de sécurité qui peuvent impacter les données personnelles, remonter ces éventuelles violations à la personne responsable au sein de l'entreprise ou au DPO si vous en avez désigné un, impliquer le service RH, puisqu'évidemment, les salariés vont être les premiers impactés par des fuites de données personnelles, et savoir décrire la nature de la violation et les incidences potentielles sur les personnes concernées. Et donc, c'est important parce qu'effectivement, typiquement dans ce genre de cas et de problématiques aiguës, à ce moment-là, il peut y avoir des sanctions qui sont prononcées parce que n'auraient pas été mis en place les dispositifs de sécurité suffisants ou vous n'auriez pas réagi suffisamment rapidement pour remédier à ce problème de sécurité. On va assez rapidement passer, parce qu'on est quasiment au bout de nos 1 heure et demie qui sont passées très vite, rapidement sur les illustrations précises sur la gestion des données et donc les pratiques RH. Vous avez typiquement la question de la vidéo surveillance sur le lieu du travail. Donc il y a là aussi un double aspect, un aspect droit du travail, puisque l'article 1121-1 du Code du travail ne permet l'installation de telles caméras que si c'est justifié par un intérêt de l'entreprise et proportionné au but recherché. Donc, il faudra en plus informer le salarié de cette pratique. Et finalement, on voit bien, enfin, vous connaissez puisque c'est quelque chose qui a été déjà mis en place et sur lequel on a eu des décisions de justice assez importantes. Le dispositif, globalement, ne peut avoir pour justification que la protection des personnes ou des biens. Et donc, vous ne pouvez pas mettre une caméra de surveillance dans un local où les salariés s'habillent, se déshabillent, ont vocation à prendre leur déjeuner, puisqu'a priori, il n'y aura pas de besoin spécifique de protection des personnes ou des biens dans ces locaux-là. Donc, c'est là, encore une fois, où les deux obligations légales des services RH et de l'entreprise peuvent se recouper, puisqu'il va y avoir cette finalité à justifier. Et donc, c'est la même chose, en fait, côté RGPD, où on va bien voir que c'est, encore une fois, la minimisation de l'impact pour les personnes concernées, et donc définir un système de surveillance qui va être le moins intrusif possible pour les salariés ou pour les clients, notamment, quoi. Ça, c'est vraiment cette notion essentielle de la proportionnalité qu'on va retrouver dans tout l'aspect RH, dans tout l'aspect contrôle de l'activité des salariés. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ce qu'on retrouve sur la vidéosurveillance, on le retrouve sur tous les autres outils que vous allez être amené à utiliser dans le cadre de la surveillance de vos salariés. Et je pense à une décision aussi qui a été un peu sur la vidéo, sur le contrôle et les badges, notamment les badges vidéo qui avaient été utilisés par des employeurs pour vérifier notamment le temps de travail. Et vous aviez une badgeuse donc qui prenait des photos donc à chaque fois qu'on badgeait. Donc pour pouvoir contrôler l'activité. Et la CNIL donc a rendu une décision, donc ça c'était en 2020, en disant que ce dispositif était excessif et que tout en ayant évidemment en gardant une certaine mesure, mais que en l'espèce c'était excessif puisque le contrôle de l'activité ne permettait pas un dispositif aussi intrusif que d'à chaque fois de prendre des photos des salariés. Donc vous voyez vraiment la tangente est toujours à se poser au niveau de cette question de proportionnalité de l'outil que je vais mettre en place et donc par rapport à l'objectif poursuivi. On vous a mis un petit graphique, mais qu'on va passer sur
quelles questions vous devez vous poser en fait et quelles mesures mettre en place lorsque vous décidez de mettre en place un dispositif de vidéosurveillance. Donc il y a différents niveaux en fait au niveau des salariés, représentants du personnel et les formalités administratives. On vous enverra la formation qui vous permettra de constater ces différents points et différentes obligations. Et je pense qu'il y a un point qu'on n'a pas forcément abordé encore, c'est sur les personnes habilitées par l'employeur à consulter les données. Et c'est là aussi où on a ce principe de proportionnalité qui s'applique de la même manière, c'est que aussi bien sur la quantité et les données qui vont être collectées, il va y avoir une minimisation, mais également sur les personnes qui vont être habilitées à avoir accès en fait à ces données qui sont collectées. Et donc là, c'est le cas spécifiquement pour la vidéosurveillance, puisque la consultation des images qui vont avoir été enregistrées par la vidéosurveillance n'est censée pouvoir être faite que par les personnes qui ont été habilitées par l'employeur. Donc ça va être typiquement le responsable de la sécurité qui va avoir à constater un vol, par exemple, ou une agression sur un lieu de vente ou de travail. Et donc c'est un nombre de personnes limité qui doit avoir accès à ces données-là. Et bien sûr, s'il y a une problématique qui se pose aussi pour la gestion RH de licenciement, par exemple, ou de sanction d'un salarié au vu des images qui auront été enregistrées, eh bien évidemment, les services RH pourront aussi avoir accès à ces images. Et autre volet, c'est la durée de conservation qui doit être assez faible. Donc c'est en principe un mois, enfin ne peut pas excéder un mois, sachant qu'en général pour la vidéosurveillance, on va constater quand même assez rapidement un vol ou un incident de sécurité. Donc une fois que ça a été constaté, si vous n'en avez plus besoin, c'est censé être effacé, sauf si vous en avez besoin. Bah justement, dans le cadre d'une procédure qui va être engagée, alors soit pénale, s'il y a des faits qui peuvent être susceptibles de constituer une infraction pénale, soit au titre de la sanction disciplinaire d'un salarié qui serait concerné par ces vidéos. Et donc on a déjà un peu mentionné ce sujet, la surveillance des salariés en télétravail. Et c'est important parce qu'effectivement, dans les contrôles, les priorités que s'est donné à la CNIL pour 2022, il y a notamment la surveillance des salariés qui sont en télétravail. Donc c'est vraiment une question à se poser à l'heure actuelle, parce que potentiellement il va y avoir des contrôles accrus de la CNIL sur ce sujet. Et donc, je sais que c'est vraiment une question que se posent beaucoup les services RH parce que c'est pas évident d'avoir des salariés qui sont majoritairement en télétravail et dont on ne sait pas forcément aisément contrôler le travail. Et donc, les recommandations de la CNIL sur le sujet sont plutôt de favoriser un contrôle par objectif, donc se dire qu'on va fixer des objectifs aux salariés et donc on se rendra compte de ce qu'il a fait ou pas fait, donc contrôler et surveiller le salarié par ses objectifs, plutôt que, à l'inverse, un système de contrôle qui serait beaucoup plus intrusif et qui d'ailleurs pour certains sont considérés comme disproportionnés, notamment le fait d'imposer une webcam ou un audio en constance, constamment sur toute la journée pour surveiller que le salarié est bien devant son ordinateur. Il y a aussi les systèmes de keylogger qui sont assez utilisés et qui sont aussi considérés comme trop intrusifs pour les standards de la CNIL en fait. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, non, tout à fait, hein, c'est essentiellement ça, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment prendre vraiment avant l'utilisation de tout outil de ce type-là, de surveillance, de mise en place du télétravail, il faut vraiment se poser les questions de la conformité. Il ne faut pas hésiter aussi à challenger donc l'éditeur en lui posant des questions. C'est est-ce que vous avez déjà, par exemple, si le dispositif de votre côté va faire l'objet, vous allez devoir faire une analyse d'impact. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que sous-traitant, il a une obligation de vous aider sur cette analyse d'impact. Donc, vous pouvez déjà lui demander, est-ce que vous avez déjà analysé les risques que présente votre outil si j'utilise chez moi? Donc, vous pouvez déjà lui demander quelles sont, lui, les garanties de conformité qu'il va vous apporter. Ensuite, ce qu'il faut bien aussi savoir, c'est que tous ces dispositifs, tous ces outils, l'une des grandes difficultés qui apparaît dans les organisations, surtout dans les grandes organisations, c'est qu'il faut déjà savoir qu'ils sont utilisés. Hein, c'est pour ça qu'il faut mettre en place en interne des process
pour que vous ayez la main et vous ayez le contrôle sur les outils utilisés. Hein, que vous n'ayez pas des services qui utilisent des outils de leur côté pour gérer, faire leur propre management, etc. Et on va se retrouver sinon dans des situations comme le cas de la RATP qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc Tout c'est à vraiment fait. important d'avoir la maîtrise donc de son patrimoine informatique, de son patrimoine applicatif, donc dans l'organisation. Et également, donc, ça passe par de la sensibilisation, ça passe aussi par de la collaboration entre toutes les parties prenantes et aussi par la mise en place derrière finalement d'une gouvernance vraiment sur le sujet de la protection des données personnelles au sein de votre organisation, qui va inclure nécessairement la partie RH, mais qui va aussi donc embarquer toute l'organisation, hein, pour qu'on ait aussi ces sujets-là qui soit pris en compte. Ouais, et je pense effectivement le maître mot, enfin c'est ce qui a transparu pendant toute la présentation, c'est se questionner, donc savoir et faire savoir en fait. C'est que c'est censé vraiment être quelque chose qui imprègne votre pratique RGPD. Vous ne serez peut-être pas directement concerné parce que potentiellement votre organisation, votre entreprise dispose d'un service compliance qui va être spécifiquement chargé de ces questions RGPD, mais en réalité, vous, dans vos pratiques RH au quotidien, vous devez aussi vous poser la question et potentiellement prêcher la bonne parole, on va dire, auprès des responsables, des managers, qui eux aussi vont être amenés, comme vous, à manipuler des données personnelles. Et donc, c'est vraiment ce principe-là de savoir et faire savoir aux autres aussi au sein de l'organisation pour être en conformité avec le RGPD, parce qu'encore une fois, les conséquences peuvent être quand même assez lourdes pour l'organisation. Donc sur la mise en place d'un dispositif d'alerte professionnelle, bon, on en a parlé déjà tout à l'heure par rapport à l'étude d'impact. Donc c'est vraiment aussi un point important, d'autant que voilà, en ce moment il y a vraiment cette question se pose réellement puisqu'il y a eu cette réforme des lanceurs d'alerte. Et donc c'est vraiment une question que vous devrez vous poser et qui va finalement vous permettre de mettre en œuvre tous ces principes RGPD, information des salariés, information des représentants du personnel, réalisation d'une étude d'impact et potentiellement collaboration avec un DPO si vous en avez nommé un en fait. Donc il y a vraiment, c'est très important. Et en fait, comme ce qu'on avait vu précédemment, enfin quand il n'y avait pas encore le RGPD, le problème avec ça, c'est que si vous devez sanctionner un salarié au titre soit de l'utilisation abusive du dispositif d'alerte, soit parce que vous aurez constaté par ce biais une infraction, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez pas respecté vos obligations liées à la mise en place de ce dispositif, potentiellement, vous allez avoir un problème de validité de la sanction qui sera prise contre le salarié. Donc, au même titre que ce qu'on avait sur toutes les jurisprudences sur la mise en place des outils messagerie professionnelle qui n'avaient pas été déclarés à la CNIL et qui du coup n'étaient pas valables et donc on ne pouvait pas utiliser les emails professionnels, potentiellement vous allez avoir la même problématique sur un dispositif d'alerte professionnelle qui n'a pas été mis en place conformément aux obligations RGPD. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important aussi de se poser la question, voire de poser la question, vous en interne, à vos collègues qui seraient chargés de la compliance, de la conformité, parce que vraiment, ça peut être un élément qui va jouer aussi pour vous au quotidien sur les décisions que vous pourriez prendre au niveau RH. Donc, c'est vraiment important de se poser cette question. Et je crois que c'était vraiment l'objet de cette formation, c'est se dire qu'en fait, on ne peut pas fonctionner en vase clos. C'est vraiment deux sujets, l'alliance à maîtriser, mais c'est vraiment ça, deux sujets qui se recoupent très régulièrement et qui peuvent avoir une incidence une matière sur l'autre en fait. Donc, je crois qu'on va pouvoir clôturer. Ouais, On vous mettra à on a un disposition. peu dépassé le temps. On a légèrement dépassé, donc on va passer rapidement sur les derniers sujets. Je vous remercie tous de votre attention. Donc, nous n'avons pas eu de questions, donc je suppose que tout était très clair pour vous. Merci Jérôme d'avoir participé et d'avoir apporté ton expertise en la matière. C'était très intéressant de travailler avec toi sur ces sujets et d'avoir cette double expertise droit du travail, RGPD. Merci beaucoup. Ouais. Mais je t'en prie, merci à tous. Merci à tous pour participer. Voilà. Oui, je crois que le webinaire sera peut-être accessible en replay, non? Oui, tout à fait. Oui. Oui.
Voilà. Et donc n'hésitez pas hein, donc à nous contacter après effectivement pour évidemment la mise en pratique de ce sujet puisque c'est vraiment ça qui est important. C'est de finalement de s'y mettre à un moment et c'est pas facile mais c'est pour ça que on essaye aussi de vous aider, de vous accompagner parce que on voit que le sujet est très vaste. En 1 heure et demie, on a abordé que le sujet RH et pas tout d'ailleurs. Et donc, Oui, c'est ça. C'était il y juste a, une toute il y a petite beaucoup, partie. beaucoup de choses derrière. Et donc, ça nécessite aussi une vraie prise de conscience et une vraie application, je dirais, de toute l'organisation. Ok, et ben merci Merci. beaucoup à tous C'était le et mot de la fin. Merci. à Bonne très journée. bientôt. Au Au revoir. revoir.